et le fait que vous soyez très étalé sur les aspects liés à la tribologie, un aspect très important, effectivement. Oui. Donc, sans trop tarder, comme nous avons une contrainte de temps, je passe la parole au professeur Boudraham Smaïl pour nous faire part de ses remarques. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je commence à féliciter M. Belhamri pour la qualité de son exposé. Il est irréprochable. Concernant son travail, du point de vue expérimental, c'est un travail très consistant, avec beaucoup de résultats, intéressants. Le manuscrit est relativement bien rédigé, mais quand même il y a des petites coquilles qu'il faudra peut-être revoir. J'ai quelques questions à vous poser, même si mes collègues ont pratiquement tout discuté. J'ai quelques questions cependant à vous poser, et je vais commencer par la page 39. C'est bon. La page 39. Vous y êtes? Oui. La figure 401. 4.01. Entre le substrat et le revêtement, même à l'intérieur du revêtement, on voit beaucoup de porosité. Oui. Elles sont bien définies. Mais dans votre manuscrit, vous n'en parlez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je voudrais bien que vous me donniez le rôle que peuvent jouer ces porosités dans le comportement du revêtement. C'est vrai, bon, on n'en a pas parlé, donc en termes, comme l'a dit M. Abdi, donc en termes de taux de porosité, donc on n'a pas tenu compte de ça, pour comparer peut-être entre les deux revêtements. Bon, l'influence ici, donc ça peut jouer un rôle si elles sont à l'interface substrat-revêtement, donc un rôle négatif pour l'énergie interfaciale. Si elles sont à l'interface aussi, lors de l'usure, donc elles peuvent créer des pics, un état de surface rugueux, donc il peut jouer aussi un rôle néfaste pour le comportement à l'usure aussi. Elle constitue des sites de fissuration facile. Oui. C'est pour ça, quelquefois, vous avez donc le revêtement qui se détache du substrat. Donc il faut faire attention, il faut essayer d'optimiser justement. Exact. Ouais. De minimiser l'influence de ces porosités. Ouais. Il y a une question qui concerne la page 40, juste après. Concernant donc le spectre de diffraction que vous avez réalisé. Quand je regarde l'ensemble des pics, j'étais un petit peu surpris. Je trouve que le pic concernant le monoxyde de fer, pourquoi il est beaucoup plus important en intensité que tous les autres? Oui, oui, c'est vrai. Ça vous a échappé? Ça vous a échappé? Le pic il est plus important? Oui. Non, mais bon, donc on a dénoté déjà sa présence, c'est déjà ça. Et puis, le pic très important, ça dénote déjà sa présence prépondérante dans le revêtement. Voilà, donc, j'ai pas tellement compris. Oui. Pardon, ça devrait attirer votre attention. Puis quand vous utilisez le matériau de projection, j'imagine qu'à l'intérieur du fil, il y a de la poudre. Oui. Pourquoi vous n'avez pas réalisé justement une analyse, par exemple par EDS, de cette poudre pour voir le taux d'oxygène qu'il y a dedans? Oui. Bon, vous l'avez fait pour le deuxième revêtement? Oui, bon, pour le revêtement en acier, en fait, c'est une suite. Donc, la caractérisation du métal d'apport, ça a été déjà fait dans des travaux antérieurs. Ça, c'est la suite. Mais pour pour la poudre, donc on vient de commencer là-dessus. C'est pour ça qu'on commence justement à analyser avant le dépôt, après le dépôt, et voir un petit peu son comportement. Justement, je pense qu'il fallait s'assurer dès le départ, quand on voit un spectre diffraction comme celui-là, regardez le matériau qu'on utilise. Qu'on utilise, ouais. Leur taux de contamination, c'est important. Oui.
ça peut même jouer sur la réduction des porosités. Oui. À mon avis. Oui. Là, on va travailler sur les conditions de projection et le métal d'apport. Il y a aussi autre chose qui a attiré mon attention. C'est un petit peu une question de fond, mais je vous la pose. Toujours concernant le spectre de diffraction de la page 41. Oui. Là, on voit, après donc recul 300, enfin 200, 300 et 450 degrés Celsius, on voit une disparition progressive de la phase gamma. Oui. Je ne suis pas métallurgiste, mais d'après mes connaissances, quand gamma disparaît, c'est une bonne chose. Oui. Mais il y a un petit inconvénient qui me dérange un petit peu. Quand gamma disparaît au profit de la ferrite, le carbone, qui est beaucoup plus présent dans la phase gamma, où est-ce qu'il va? C'est vrai, bon, la phase alpha ne peut pas recevoir autant de carbone. Elle ne peut pas dissoudre ce carbone, donc elle est connue par sa faible teneur en carbone. Donc il va partir former, bon, reste à confirmer, hein, donc en MEB on n'a pas vu exactement qu'est-ce qu'il forme après le carbone donc, quand cette phase-là se dissout. Peut-être en faisant une analyse un peu plus approfondie, peut-être on va trouver des lamelles de cémontite, peut-être on va trouver Quel genre d'analyse? En MET par exemple, pour voir un petit peu et approfondir où est-ce qu'il va le carbone après disparition justement de cette phase. Et vous devez normalement le trouver sous quelle forme, si vous faites des analyses en MET? Peut-être sous forme lamellaire, globulaire, on va voir. Si on suit... J'imagine plutôt sous forme de précipité. Non? Précipité dans la phase métallique, peut-être. Je ne sais pas. Comme, les métallurgistes. Comme on a trouvé pour l'autre à base poudre. Mais là, c'est très visible au contraste chimique des phases, mais ce genre de précipité, ils sont tellement microscopiques, donc quand même, on n'arrive pas à les... Mais ça m'a un petit peu surpris, vous n'en parlez pas. Quand il y a une transformation de phase, il faut, je pense, l'analyser de manière complète. Oui. Oui, peut-être, comme l'a dit M. Hazem, il faut faire une cartographie pour voir sa répartition. Oui, exactement, oui. Parce qu'il n'y a pas une ségrégation au niveau des joints. Peut-être au niveau de l'interface aussi, oui. Pour la suite, le bas de la page 43. Vous dites que les éléments SI, chrome et manganèse, issus de la constitution chimique, etc., s'égrègent préférentiellement dans les phases oxydes. Pourquoi? Oui. Des fois, vous annoncez comme ça. Des choses sont approfondies dans leur explication. Pourquoi? On l'a annoncé parce qu'on le voit déjà. Donc, dans l'analyse EDS ou bien dans la microsonde, donc on a détecté la présence de ces éléments-là beaucoup plus dans les oxydes. Donc, on voit leur ségrégation et leur affinité avec ces oxydes-là. Donc, ils vont, lors de refroidissement, donc ils sont dissous justement dans ces oxydes-là. Donc, on le voit. On ne le dit pas comme ça, c'est-à-dire on le voit sur la cartographie déjà, EDS, bien une analyse EDS, donc confirme la présence de ces éléments-là au niveau des oxydes et non au niveau de la phase métallique, qui est confirmée par analyse microsonde de Castin. Voilà. La ségrégation, elle a lieu où? Au niveau des oxydes. À quel niveau? Comment? Comment l'oxyde absorbe le chrome et les autres éléments? Comment les éléments chrome, manganèse et silicium sont disposés dans l'oxyde? Est-ce que c'est au joint? Est-ce que c'est au niveau du réseau? C'est vrai, ici, donc, sur l'image, on ne le voit pas. Donc, on les a détectés, donc ils sont présents à l'intérieur des oxydes, mais justement, on ne les voit pas. Donc, ça va être peut-être... Donc, vous ne savez pas s'il y a ségrégation ou non. Généralement, on parle de ségrégation quand ils forment quand les éléments forment des... se situent au niveau des joints, des phases. Oui. Donc, donc on va dire qu'ils sont présents dans les phases oxydes pour le moment,
et puis on va voir où est-ce qu'il se situe. Ça reste à confirmer, Oui, hein, c'est pas oui, aussi oui, évident. j'ai compris, oui. Bon, monsieur le recteur est un petit peu pressé, bon, je vais essayer de relever les... C'est bon? Que ce soit au détriment de la qualité. D'accord, alors je continue. Et il y a aussi une chose qui a attiré mon attention, en ce qui concerne les mesures de microdureté. Moi, je suis physicien, je m'excuse, donc Ouais, j'essaie bien sûr. d'analyser les choses du point de vue physique. Vous avez le droit de poser toutes les questions. Absolument. Merci, monsieur le président. Je continue. Mais ça n'enlève en rien ces questions-là à la qualité de votre travail. Loin de là. Je cherche uniquement à comprendre Oui, bien sûr. certaines choses. En ce qui concerne les mesures de microdureté, vous faites deux types de mesures. Des mesures globales et des mesures individuelles. Oui, Donc relatives à des phases bien déterminées. oui. C'est pas un petit peu gênant en ce qui concerne les mesures individuelles? Je ne sais pas. Vous avez affaire à un matériau composite. Oui. Donc si vous vous situez sur une phase, est-ce que vous êtes sûr que les mesures que vous relevez concernent uniquement cette phase? Oui, si, c'est vrai, ça peut, au-dessous de cette phase, il se peut qu'il y ait des... Absolument. Oui, oui. Vous avez un matériau composite. Ouais. Je pense qu'il fallait... Une analyse globale, ce sera... Qu'il fallait s'arrêter à l'analyse c'est globale. suffisant, ouais. Ça donne un ordre de grandeur générale. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que Bon, on a ces pointé... mesures individuelles. Ouais. Bon, on a cerné un petit peu, donc on a pointé pratiquement 20 mesures pour chaque type de phase, donc on a fait la moyenne, ça c'est pas le résultat d'une seule microdureté aussi. Pour avoir une idée sur le comportement ou bien la résistance de ces oxydes-là. Oui, c'était à chaque fois. Oui. Page 49. Oui. Juste en dessous de la figure 14. Cette perte d'adhérence avec décohésion brutale du revêtement après recul à 300 degrés Celsius est attribuée à sa microstructure, etc. Scientifiquement, ça me gêne un petit peu. La justification n'est pas très précise. Qu'est-ce que vous entendez par microstructure? Ce que nous avons trouvé, donc les phases déjà présentes ou bien par DLX, donc nous avons trouvé que la phase gamma donc, a disparu, l'oxyde Fe3O4 a augmenté, donc la fraction a augmenté par rapport à l'oxyde FeO. Donc comme première approche pour comprendre un petit peu ce comportement mécanique, donc on a accusé un petit peu ces microstructures différentes entre un bris de projection et un pré-recul. Vous pouvez continuer justement. Il y a une augmentation de la fraction Fe3O4. Oui. Ça veut dire quoi? Fe3O4 c'est un oxyde. Oui. Par rapport au substrat. Ils ont des coefficients de dilatation thermique très différents. Très différents. Ça peut être l'origine de ça. Oui. On va ajouter le... Ouais. Il faudra peut-être le coefficient de dilatation. Oui. Je vais à la page 51. Là, je pense qu'il faut corriger. Hein. Là, donc, la 11e ligne. Je commence par le début. Oui, la première ligne jusqu'à la 11e. Je pense qu'il faut corriger 60 minutes par 10 minutes. Hein. C'est quand même une valeur assez importante. À mon avis. Hein. Après 10, après 600 secondes. 600 secondes, c'est 10 minutes. Ouais, c'est 10 minutes. Hein. Oui, oui. Je voudrais bien aussi que vous m'expliquiez de façon assez précise la présence de deux paliers concernant donc le coefficient de frottement pour le revêtement brut. Projection.
truc de projection. Oui, donc nous avons constaté tout à fait au début, donc au bout de 10 minutes, donc 600 secondes, il y a présence d'un seul palier. Oui. Donc là, c'est le début de la déformation plastique de la surface de l'échantillon. Donc au début de cette déformation plastique, donc après il y a des petits détachements des particules métalliques. Donc ça commence à se détacher. Le deuxième palier, donc on soupçonne que après déposition de ces particules-là sur les phases oxydes, préférentiellement, donc ça forme un autre milieu composite qui a fait augmenter le coefficient de frottement et créer un deuxième palier. Donc il y a un début de phénomène, installation du phénomène, puis donc on a eu le coefficient de frottement comme ça. Un deuxième palier plus élevé. C'est ça, on l'a expliqué en fait en explorant les faciès d'usure. Donc on a remarqué sur plusieurs zones, c'est comme ça. Oui. Et que cette augmentation de la température, justement, elle ne peut pas... Alors, nous avons suivi justement la température lors des essais. Donc ça va jusqu'à 60-70 degrés. C'est tout. C'est tout. Donc ça peut pas... Peut-être que vous avez raison. Ça peut pas être ça. L'exploration a été difficile hein, parce qu'il fallait chercher les mécanismes. Et ça nous a pris quand même assez de temps pour trouver et comprendre le mécanisme. Une petite remarque à vous faire sur l'aspect général de votre revue bibliographique. Oui. Votre revue bibliographique, même si elle est riche, à mon avis, il lui manque quelque chose qui concerne justement des rappels sur les mécanismes physiques qui peuvent intervenir dans la projection thermique. Est-ce qu'il n'y a pas des modèles qui ont été développés dans ce sens au niveau de la littérature? Pour n'importe quel... Je m'explique. Ouais. Quand vous projetez un métal, donc un métal fondu, il y a trois aspects qui peuvent intervenir. Il y a l'aspect impact, donc qui peut générer une indentation du substrat. C'est peut-être ça qui permet au revêtement de coller au substrat. Une fois le substrat est collé, le revêtement est collé au substrat, il y a un autre phénomène qui peut être mis en route, c'est le mécanisme de diffusion, si ça se fait à chaud. Est-ce qu'il n'existe pas de théorie qui permet d'expliquer un petit peu l'adhérence d'un revêtement sur un substrat? Oui, alors, d'après ce que nous avons trouvé dans la bibliographie, déjà trouver des revêtements en acier dans la bibliographie, ça n'existe pas beaucoup. Pas spécialement. Oui, pas spécialement. Les gens étudient beaucoup plus, donc il y a la surface du substrat, donc elle est rugueuse après grenaillage. Donc ils étudient un petit peu l'accrochage du revêtement sur ces surfaces. Comment il se fait? Par quel mécanisme? Quoi? Comment s'accroche le revêtement sur le substrat? Il y a bien des mécanismes physiques. Déjà, par rapport à l'état de surface déjà du substrat. Donc c'est une surface rugueuse. Rugueuse, ça veut dire qu'il y a des pics qui sont élevés, il y a des creux, et le matériau d'apport, donc premièrement, déjà, il va s'accrocher à cette surface-là. Oui. Probablement, il y aura des diffusions, il y aura c'est comme une soudure, donc il y aura des zones affectées thermiquement, il y aura des mélanges entre métal d'apport et le substrat, donc il y aura tout ça, effectivement. Après, donc, le revêtement, donc, il va être élaboré. Elle doit intervenir. C'est elle qui va assurer la cohérence à l'interface entre les deux types de matériaux, revêtement et substrat. Ouais. À mon avis, si on veut améliorer ce type de revêtement, il faut s'y intéresser, on est obligé d'y passer. Si on maîtrise bien l'aspect physique du revêtement, quand il se colle au substrat, on pourrait peut-être améliorer
les performances du revêtement. D'accord. Je pense que je vais arrêter. En ce qui concerne votre thèse, dans l'ensemble, elle est assez bien rédigée, comme mes camarades l'ont souligné précédemment. Il y a le titre qu'il faut changer. À mon avis, il n'est pas bien adapté. D'accord. Moi, j'ai un titre à vous proposer, c'est à vous de voir. Bien sûr. Peut-être, hein, le titre à porter est le suivant: étude de revêtement en acier hypertectoïde et en alliage polyconstitué à base nickel destiné au rechargement de pièces mécaniques. Oui, ça reprend exactement le contenu de la thèse. Voilà, sur ce, donc je remets la parole à Monsieur le Président, tout en n'oubliant pas de vous féliciter sur l'ensemble des résultats que vous avez obtenus au cours de ce travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Boudraham, pour cette intervention et pour toutes les remarques que vous avez portées à la connaissance de notre candidat. Il prend note. Hein. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Si vous permettez, Monsieur le Président, je reviens sur un point. Allez-y, brièvement, s'il vous plaît. C'est juste, je reviens à ce qui a été dit par le professeur Boudraham. C'était la question qui a été posée par Azzam, c'est pourquoi vous faites le nettoyage par l'acéton, puis le sablage. L'acéton, il est utilisé juste avant la projection. C'est pour éviter l'oxydation, c'est pour nettoyer. Par contre, le sablage, c'est pour créer une rugosité. D'ailleurs, c'est la question qui a été, qui vous a posée. Le mécanisme de formation des dépôts par projection thermique, c'est par accrochage mécanique. Donc il y a une légère diffusion. C'est pas parce qu'il y a plusieurs modes, chaque type de revêtement, par électrolytique ou par PVD ou la CVD, il a son propre mécanisme. Par contre, la projection thermique, c'est un accrochage mécanique, c'est comme un maçon. Quand il veut coller du faïence sur le mur, il doit piquer pour que c'est-à-dire le ciment, le mélange là, peut se coller, peut s'accrocher avec le... Effectivement, oui. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Si Saïd, pour cette remarque. Avant de céder la parole à votre directeur de thèse qui a eu le privilège de vous diriger pendant toute la durée de la préparation de votre thèse, qu'il me soit permis par mes collègues de vous faire quelques petites remarques. Tout a été pratiquement dit par mes prédécesseurs. Je voudrais juste m'assurer de quelque chose que je n'ai pas entendu, que j'ai pas bien suivi. Je voudrais vous poser la question sur la reproductibilité de vos résultats. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est reproductible, sachant que la projection thermique, elle se fait manuellement? Est-ce que chaque coup on obtient le même résultat, ou là c'est une moyenne, ou là... Voilà, donc vous avez vu, donc l'élaboration, nous avons élaboré pratiquement une centaine d'échantillons qui sont passés, que ce soit pour les tests, pour les différents tests. Ouais. Test de perte de masse, c'est 10 échantillons par température. Donc on fait la moyenne. Des fois même il y a quelques résultats qu'on n'a pas mis dans le calcul de moyenne parce qu'ils sont très très aberrants, donc très très loin. Donc c'est une analyse un petit peu statistique. Les tests d'usure aussi, donc il y a plusieurs échantillons qui sont passés. Donc on ne fait pas un test sur un seul échantillon, on prend le résultat et on discute. Donc ça a pris en considération tout ça. Et surtout même dans l'élaboration de l'échantillon lui-même, ça a été fait de manière très très soigneuse pour garder les mêmes surfaces qui vont travailler en contact surfacique, les mêmes surfaces qui vont travailler en contact. Donc techniquement, on a fait pratiquement tout pour être dans les mêmes conditions de travail. Ok. Ouais. L'un des paramètres que nous craignons, nous électrochimistes, dans le cadre de l'élaboration de revêtements, voilà, au moment des soudures, etc., c'est la fragilisation par hydrogène. L'hydrogène moléculaire, généralement, il s'incruste, puis au cours du temps, il se recombine, il donne de l'hydrogène gazeux, donc il prend du volume
et on a ça crée des contraintes, ça crée des contraintes internes ouais. et de la fragilisation par présence d'hydrogène. Est-ce que dans votre cas, c'est quelque chose qui est probable ou c'est un paramètre que vous n'avez pas ici, personnellement, abordé? je ne pense pas, donc, que ce soit dans la bibliographie ou autre, donc ça n'a jamais, on ne fait pas apparaître. Donc le revêtement, il faut élaborer, donc il est compact, il est dense, il est déposé. Maintenant, l'influence d'hydrogène sur ça, je ne pense pas que ça va avoir... bon, reste à confirmer, je vais essayer de voir un petit peu s'il y a des travaux sur ça, mais pour nous, ça n'a pas vraiment une grande influence. Ok. Juste, je voudrais vous parler du marketing scientifique. J'ai vu votre publication, elle est de très bonne qualité. Je reviens aux références bibliographiques. Vous savez, dans la visibilité et dans le classement des universités au monde, et dans le classement des chercheurs également dans le monde, il y a le facteur de citation qui est très très important. Et chez nous, nous avons pratiquement négligé ce paramètre. Oui. Je sais que le professeur Boudraham a beaucoup travaillé sur les poudres métalliques, Oui. en collaboration avec nos amis de Batna. Et peut-être qu'il mériterait sa place dans la citation. Peut-être d'autres collègues ici présents qui ont travaillé sur une thématique qui est proche, qui méritent également une citation. Mais tout ce que je vois dans votre revue bibliographique porté sur la publication, Oui. c'est uniquement 2 publications qui ont été faites ici à l'université de Béjaïa. Donc, au niveau mondial, il y a toute une machine qui est créée autour de cette citation, afin d'améliorer la visibilité des universités du pays de manière générale. Plus encore, on cible le chercheur le mieux cité au monde, dans le pays. Et c'est tous les chercheurs qui travaillent dans la spécialité, dans la filière, qui se mobilisent pour le citer encore davantage et le privilégier, et le propulser. D'accord, j'ai compris. Oui. Donc, le message, il n'est pas uniquement adressé à vous, mais à tous les étudiants et à tous les chercheurs. Ouais. Voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup. Merci Encore beaucoup, une fois, Président. félicitations pour la qualité du travail que vous avez fait. Franchement, j'étais agréablement surpris et j'étais très très satisfait de la qualité de votre exposé qui était d'une qualité irréprochable. Donc merci à vous, félicitations. L'Aqoub, Inch'Allah, pour l'habilitation. Quoique le jury n'a pas encore dit son dernier mot. Hein. Professeur Ati, à vous l'honneur de clôturer ces interventions. Allah yastrak bark, brièvement, il y a un impératif de temps. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire un effort, donc je ne vais pas dépasser 4-5 minutes. Je vais me faire voler sur moi-même pour essayer d'être bien. J'aurais bien aimé clarifier certaines choses, mais je tiens quand même à remercier donc chaque membre du jury pour d'avoir examiné donc ce travail et surtout par les éclaircissements, parce que j'ai beaucoup de choses, j'ai pris note sur certains, parce que c'est pour ça que j'ai tenu à monter des membres du jury, spécifiquement des gens du domaine, pour que je puisse voir est-ce que je suis sur le bon chemin ou je suis en train de dévier. Ça c'est très important pour un patron scientifique. Donc sur ce, c'est pour ça que la présence de M. Abdi, elle est là, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la projection thermique. Il a même fait son magistère, il a travaillé beaucoup avec la SNTF dans le domaine de la projection thermique. C'est vrai que nous, on se passe toujours sur le conventionnel pour le moment, sur le flamme poudre, la flamme fil. Il a beaucoup travaillé sur le flamme fil. Et il est également, c'est un spécialiste, il a fait une thèse doctorat d'État dans le domaine des alliages durs. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il soit présent parmi nous. Professeur Saïd Azam également, Ghani Al-Tarif, c'est quelqu'un dans le domaine des matériaux métalliques, même les céramiques, et surtout la caractérisation, il fait le domaine donc de fruitage, avec son collègue également, professeur Smaïl Boudraham,
également qui est spécial. Bon, c'est vrai qu'il est côté physicien, mais l'aspect frétage, c'est son dada. J'aurais bien aimé avoir la présence de M. Msarati, qui a travaillé sur les revêtements, projection thermique, donc et il a un empêchement. Donc il a fait beaucoup de publications, surtout dans le domaine surface coating and technology. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce qu'il soit présent. Bon, il y a l'ASF. J'aurais aimé avoir son point de vue sur le débat pour que je puisse prendre note pour essayer de se corriger s'il y a lieu. La présence du président également, très très importante pour moi, parce qu'il a été quand même l'acteur de... J'ai démarré la première thèse à Bjaya. C'est lui qui a eu l'honneur de présider la première thèse que j'ai dirigée dans la période 2000-2007. Et j'ai tenu quand même à ce qu'il soit présent pour qu'il puisse voir vraiment voilà, la progression. Et qu'il nous dise est-ce qu'il y a vraiment il y a eu des efforts qui ont été faits et pour également préciser cet aspect de continuité. Parce que c'est vrai qu'il y a pas peut-être des gens qui disent dans une thèse, moi je dis tout de suite à M. Blamri, ta thèse, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. On ne peut pas tout faire dans une thèse, c'est impossible. On ne peut pas tout faire dans une thèse. Il y a toujours des choses à faire. Et moi je dis même dans ce revêtement en acier, on a encore un programme d'action, il y a encore des projets qui nous attendent pour essayer de faire encore davantage de travaux à des fins de publication. Donc sur ce, voilà pourquoi j'ai tenu à ce que monsieur le professeur Saïd Ani Boualem soit présent pour essayer de voir quand même qu'il y a bien une continuité, qu'il y a eu vraiment des progrès qui ont été faits. Je tiens également à remercier les référés de la publication Surface Coating. Il y a eu 2 référés. Eh bien, on est tombé sur un os, il y a même, on est tombé sur quelqu'un spécialiste des matériaux, surtout dans la DRX, il a été très pertinent. Et le deuxième, en première étape, il a refusé la publi. Je le dis objectivement devant l'assistance. Il a refusé parce que c'est un tribologue. J'ai dit à M. Blamri, c'est un défi à relever. Il faut publier dans une surface de spécialité. Surface quoi? Tu fais des revêtements, c'est la crédibilité de notre université, c'est la crédibilité du patron. On va publier sur surface coating, on aurait pu faire comme fait en certains, il y a des hommes, 3 publications, j'aurais pu le faire, 3 publications, 4 pages, bismillah, non, vous venez de dire, le marketing scientifique, il faut qu'elle soit citée. Il faut qu'elle soit le prix à payer, les mots-clés qu'on a fait dans la microstructure, l'effet du recueil, propriété tribologique. Le mot propriété, et j'ai appris beaucoup de choses, grâce à ce référé. Je ne suis pas tribologue. Et on a fait les 2 aspects, j'étais tout content. Il y a la perte de masse. J'ai été un peu trop exigeant vis-à-vis de M. Blamri pour faire 10 essais par test avec la dispersion des résultats. Le coefficient de frottement, c'était une première pour moi. On a mesuré et on a trouvé des phénomènes. Voilà pourquoi on a changé un peu les conditions qu'on a trouvées. On n'a pas fait une corrélation avec la bibliographie. Ce qui a été trouvé, il y a un phénomène physique. Des conditions différentes, il y a un phénomène physique. Et c'est pour ça que le référé, il a dit, monsieur, propriété tribologique, vous n'avez pas tout terminé. Il y avait un 3e aspect, c'est l'analyse des faciès d'usure. Il nous a donné 6 semaines. Sinon, la publication, on a retroussé les manches, on a fait de même, et on est arrivé à trouver cette corrélation. Voilà pourquoi je dis, je remercie ce référé-là. Et c'est grâce à lui que j'ai fait peut-être un pas dans la connaissance pour essayer de maîtriser un peu les propriétés tribologiques. Je termine sur ça. Le 2e aspect, là je suis interpellé. Je suis interpellé par les examinateurs et je tiens à les remercier. Sur le titre. Là ça veut dire que je suis responsable. Je suis responsable. Là je tiens à éclairer le jury et le public. J'ai l'habitude, j'ai eu l'honneur de faire 2 thèses de doctorat avec un éminent patron scientifique à Grenoble. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est avec lui que j'ai appris que quand on lance un sujet de thèse, on donne un intitulé provisoire. Et tout le temps, c'est ce que j'avais fait dans les magistères et dans cette 2e thèse de doctorat, 3e, 4e qui sont en finalisation. J'ai donné un intitulé provisoire qui est celui-ci. Sauf que j'ai dit caractérisation physico-chimique et propriétés mécaniques de 2 alliages d'huile de rechargement utilisant construction mécanique. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours buter. Il se peut que la projection thermique industrielle, elle est en panne. Il y a un problème de matériaux qui est rupture de stock, etc. Donc je peux me balancer sur le rechargement, le soudage, etc.
Finalement, ça a marché. Ensuite, on s'assoit pour voir le contenu et essayer de reformuler le sujet en fonction du contenu. Et là, alhamdoulilah, la réglementation en vigueur le permet. Au sein de notre université, le permet. Elle dit, le patron scientifique, il peut, pas dans la forme, si c'est dans la forme, il n'y a pas une orientation de sujet complètement, non, on était resté toujours dans ce même domaine, et j'ai proposé à ce que je reformule le sujet, pour dire, il y a le mot-clé projection thermique. On a élaboré, Belhamri a élaboré 2 types de revêtements par projection thermique. Et ce sont des revêtements destinés au moteur thermique. J'ai mis, au lieu de mettre le mot vague, construction mécanique qui est vague, j'ai dit application au moteur thermique. C'était bon, voilà. Finalement, donc, le conseil scientifique de faculté, qu'est-ce qu'il a dit? On n'est pas des experts, on laisse le soin, le jour de la soutenance, il y a lieu de changer. Voilà, non, j'ai tenu à qu'il ait fait parce que je suis responsable. Ça veut dire que on fait un intitulé provisoire et on va en fonction du contenu. Sur ce, donc, je tiens à féliciter donc M. Belhamri, juste pour contrôler. Là, je pense, je suis en fin de carrière, comme on dit, peut-être une boîte de conserve qu'il faut jeter. Je dis, enfin, j'ai quand même la fierté. C'était un étudiant. Donc, je peux dire c'est mon étudiant parce qu'il a fait son projet de fin d'études. Il a enseigné en ingénierie en sciences des matériaux. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui en magistère. Et maintenant, c'est le 3e cycle. Et je lui tends la perche maintenant pour qu'il puisse, Inch'Allah, je vais encore continuer à l'aider, pour qu'il puisse être lui-même maintenant devenir un patron scientifique. Sur ce, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Tabarakallah Fik, professeur Hati. Je m'excuse vraiment auprès de mes collègues, je les ai stressés parce que moi-même, je suis très stressé, j'ai un impératif. Et des gens m'attendent au niveau de la wilaya depuis une demi-heure. Donc on va, avec votre permission tous, se retirer pour délibérer rapidement et revenir aussi vite que possible. Merci. Merci à vous tous. Merci.